Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thomas Denis, donc je suis doctorant en logistique dans le champ disciplinaire des sciences de gestion. Donc au LEMNA, le laboratoire d'économie et de gestion à l'IAE de Nantes. Je suis aussi membre du comité de pilotage du cluster cargo et moi je m'intéresse particulièrement donc en effet aux problématiques portuaires et plus spécifiquement aux problématiques organisationnelles. Alors, dans cette présentation, je vais à la fois vous donner un aperçu de l'objet de ma recherche et puis aussi vous montrer en quoi, en tout cas, je vais essayer en quoi les ports contribuent à la décarbonation du transport maritime et en quoi ils vont continuer à contribuer à cette décarbonation. Alors, j'ai structuré ma présentation en 3 points. Je vais d'abord vous montrer en quoi le port est un véritable écosystème logistique avec un nombre très important d'acteurs hétérogènes avec des problématiques de collaboration très importantes. Dans un deuxième point, je prendrai deux exemples qui ont été cités ce matin de solutions de décarbonation du transport maritime pour illustrer le rôle des ports dans la mise en place de ces solutions. Un rôle parfois direct et parfois indirect. Et puis, ça me permettra de faire le lien avec l'objet de ma thèse, hein, qui est l'étude des interdépendances entre acteurs portuaires. Alors, les ports, bon, la majorité d'entre vous le savent déjà, sont des maillons très importants de nos chaînes d'approvisionnement mondiales. Et si on regarde d'un peu plus près leur organisation, ces ports se sont structurés en sous-ensembles spécifiques au type de marchandises qu'ils traitent, donc avec des terminaux à containers, des terminaux céréaliers, des terminaux euh, produits pétroliers. Je ne vais pas tous les citer. Donc aujourd'hui, les ports sont euh, des nœuds, on va dire, un endroit où se retrouvent plusieurs supply chains. En réalité, vous avez une supply chain des vracs liquides, une supply chain des vracs solides, une supply chain des containers, du ro-ro. Donc avec un nombre d'acteurs à chaque fois spécifiques, très important et spécifiques, et des contraintes à la fois de manutention et de stockage qui vont être spécifiques à chaque flux, à chaque filière, et puis des réglementations aussi qui vont être différentes d'une filière à une autre, avec parfois des réglementations nationales et internationales. Et puis c'est aussi le lieu, bien sûr, le port de toute évidence, c'est un lieu de transbordement, hein, donc c'est la rencontre entre plusieurs modes de transport, bien sûr le maritime, mais ensuite le transport routier, ferroviaire et parfois fluvial, ce qui démultiplie le nombre d'acteurs et qui vous permettra après de comprendre l'objet de ma recherche. Alors, pour illustrer le rôle des ports dans la décarbonation du transport maritime, je suis parti d'une étude qui a été menée par 4 chercheurs anglais qui ont estimé les émissions de CO2 sur l'ensemble de la chaîne de transport, du point d'origine jusqu'au point de destination. Alors, ils ont fait cette étude sur une grande partie des ports anglais. Et vous avez ici à l'écran un de leurs résultats qui est tout à fait qui est sans appel, on va dire, en termes de répartition des émissions de CO2. Donc, c'est cette étude précisément sur le port de Felixstowe et qui nous montre que finalement 98% des émissions de CO2 sur la chaîne de transport maritime euh, est produite par les navires. Euh, c'est presque peut-être une évidence pour certains. Et puis, une toute petite partie, finalement, provient des activités portuaires elles-mêmes, hein, essentiellement la consommation électrique et puis des matériels qui sont utilisés sur les ports. Et puis, dans un petit peu plus forte mesure, sur les transports amont et aval, hein, ce qu'on appelle le post-acheminement et le pré-acheminement. Mais ce qui est intéressant d'observer pour nous ce matin, c'est ensuite de regarder la répartition qu'ils ont détaillé, qu'ils ont estimé sur les émissions produites par les navires. Et donc, leur observation, c'est que 75% de ces émissions sont produites lors de la navigation et 15% du total de ces émissions des navires sont émises lors des phases d'approche, hein, donc dans la zone des 20 000 nautiques.
donc à la fois par des problématiques d'attente, parfois, devant les ports, et puis toutes les manœuvres d'accostage avant d'être amarrés émettent finalement 15% au total des émissions de CO2 des navires. Et puis, 10% de ce total sont produites lorsque le navire est à quai, dans les phases de chargement, de déchargement. Alors, je rappelle que c'est une étude qui porte là sur le port de Felixstowe, qui est le plus gros port à conteneurs du Royaume-Uni. Donc, c'est une étude spécifique sur un type de marchandises, mais en tout cas, c'est intéressant à notre niveau de l'exploiter. Donc, dans la suite de ma présentation, vous allez voir que finalement, aujourd'hui, les ports travaillent déjà avec un rôle plutôt direct sur la décarbonation du transport maritime, sur, bien entendu, les flux amont-aval, les émissions de leurs activités propres, et puis finalement aussi sur les phases d'approche et de stationnement des navires. Et puis, je vous montrerai aussi que les ports ont quelque part un rôle indirect sur, finalement, les 75% d'émissions produites lors de la navigation. Alors, j'ai choisi de prendre 2 exemples. J'en avais pris 4 ou 5, mais finalement, le timing ne me permettait pas de prendre toutes ces solutions et de faire des liens avec à la fois les aspects organisationnels et puis et donc l'objet de ma recherche. Donc, je vais prendre le premier, c'est l'électrification à quai. On en a parlé ce matin, donc qui permet de travailler, d'optimiser non, c'est pas ça. D'optimiser les 10% à quai. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Merci Pierre. Alors, donc le principe n'y revient pas, je pense que vous l'avez tous saisi. Donc des gains qui vont dépendre bien sûr du mix énergétique, des gains CO2, je parle, c'est-à-dire que typiquement en Angleterre, ces chercheurs ont montré que finalement, étant donné le mix énergétique anglais, l'intérêt en CO2 est pas si fort que ça finalement, puisque l'électricité terrestre est principalement fossile au UK. Et puis, ces solutions-là, qui ont été évoquées déjà ce matin, ont des enjeux organisationnels importants. Alors, pour illustrer ce propos, j'ai trouvé un autre exemple récemment, là, de ce qui a déjà été évoqué. Vous avez ici à l'écran un navire qui vient d'être mis en service sur le port de Calais. Donc, c'est un navire transporteur de passagers. C'est un navire hybride. Et donc, il faut savoir que l'impact que ça va avoir, non pas sur le transport lui-même, mais sur les ports, sur le port de Calais. Le port de Calais, aujourd'hui, c'est une consommation électrique en pointe de 3 mégawatts. Et les estimations, avec 6 prises à quai, vont monter ces consommations à 120 mégawatts. Donc, on parle d'un ratio de 40 fois supérieur. Et donc, de toute évidence, cette hausse significative de consommation va nécessiter alors, des investissements, ça a été évoqué tout à l'heure, et puis des aménagements de l'espace portuaire. Donc, qui dit aménagement de cet espace portuaire sur lequel il y a une contrainte foncière forte, comme partout, mais particulièrement aussi dans les ports. Et donc, cela va nécessiter de la coordination et de la collaboration entre tous ces acteurs portuaires. Et je vous montrerai tout à l'heure cette cartographie que j'ai réalisée pour mesurer l'importance, le nombre important d'acteurs et donc l'importance de cette collaboration. Alors, deuxième exemple sur lequel je vais m'appuyer pour vous montrer le rôle des ports dans les différentes solutions de décarbonation du transport maritime, c'est les nouveaux carburants. Et donc là, on s'intéresse donc à ces fameux 75% de CO2 émises par les navires pendant le trajet. Et donc, en fait, je ne vais pas revenir sur les aspects techniques qui ont déjà été abordés, mais simplement, le gaz naturel liquéfié, l'ammoniac et l'hydrogène nécessitent des volumes de stockage bien plus importants comparativement au fioul lourd. Et donc, de nouveau, cela amène forcément des questions d'aménagement des zones portuaires, alors à la fois avec des zones de stockage, mais et certainement aussi des zones de production d'électricité. Et donc, de nouveau, sur cet exemple-là, une nécessité forcément de collaboration et de coordination, même si vous allez le voir, il y a dans les ports une autorité portuaire qui a un pouvoir de décision, bien entendu. Eh bien, il y a malgré tout plein d'acteurs privés au sein de l'écosystème portuaire qui vont être impactés par ces aménagements et qui vont
devoir être mobilisés dans la mise en place de ces innovations. Donc, finalement, le message clé de mon propos, c'est de dire que toutes les innovations qui sont en cours sur les navires, finalement, vont nécessiter malgré tout, à un moment donné, une collaboration des acteurs portuaires pour pouvoir être mises en œuvre. Alors, je terminerai ma présentation sur le troisième et dernier point, c'est donc l'objet de ma thèse. Hein, donc moi, j'étudie les interdépendances entre acteurs portuaires, finalement, et en fait, en gestion, comme discipline scientifique, on s'intéresse finalement aux dispositifs organisationnels. Hein, donc, je ne suis pas du tout, moi, sur les aspects techniques qui ont été développés tout à l'heure jusqu'à maintenant. Hein, donc moi, je m'intéresse finalement aux conditions de fonctionnement de ces dispositifs organisationnels et, bien entendu, aux conditions dans lesquelles ils réussissent. Donc on a un objet central dans cette discipline qui est la performance de l'organisation. Et donc, si je veux faire le lien avec tout ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant, finalement, encore une fois, hein, moi, finalement, ma pierre à l'édifice dans cette grande mission que l'on se donne tous là sur la décarbonation du transport maritime, c'est simplement peut-être de trouver les meilleures manières, hein, de mettre en place concrètement sur le terrain ces innovations, particulièrement dans les ports. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la cartographie des acteurs portuaires. Donc, quand on parle de port, depuis le début de la matinée, un port aujourd'hui, c'est donc une autorité portuaire, bien entendu, mais finalement, c'est un ensemble d'acteurs, alors parfois publics, parfois privés, qui vont être organisés alors, autour de cette autorité portuaire, hein, ce qu'on appelle les activités centrales, qui sont en lien direct avec les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise, donc les opérateurs portuaires ou opérateurs de terminaux, les transitaires ou agents de transit, les douanes, bien entendu, les consignataires de navires, et puis ce qu'on appelle les clients utilisateurs du port, quelques industriels qui sont aussi implantés sur la place portuaire. Et donc, autour de ces acteurs, de ce premier niveau d'acteurs, on va retrouver d'autres acteurs qui, eux, alors ce qui constitue le réseau étendu, hein, du port, de l'écosystème portuaire, et donc qui sont des acteurs qui vont avoir des activités alors soit secondaires, soit liées, les transports amont et aval, et qui vont apporter de la valeur ajoutée au passage portuaire. Et puis enfin, pour terminer le tableau, hein, pour cette cartographie de tous ces acteurs, hein, vous allez retrouver alors, d'autres organisations, institutions qui vont finalement contribuer à la coévolution, hein, on parle de coévolution dans ma discipline, à la coévolution de l'ensemble. Donc ce sont des acteurs indépendants, mais qui vont finalement avoir un objectif commun, hein, qui va être le développement de la notoriété de l'espace portuaire dans lequel ils s'inscrivent. Et donc on retrouve les solutions de financement, les fournisseurs de technologies, les associations et fédérations de professionnels, les universités, les centres de recherche, hein, qui finalement, à un moment donné, peuvent participer, on va dire, au développement de la notoriété de cet espace portuaire. Donc voilà, moi, l'objet de ma recherche, et j'en ai bientôt terminé, hein, c'est d'étudier, donc, au travers d'une étude qualitative au sein du port de Nantes-Saint-Nazaire, je vous montrerai rapidement quelles sont mes méthodes, c'est d'étudier les interactions entre ces acteurs, qu'ils soient dans un même cercle sur ce schéma adapté de Moore, ou qu'ils soient voilà, dans des sphères différentes. Et puis, par exemple, aussi de questionner le rôle des entreprises de services numériques ou des fournisseurs de technologies dans un monde de plus en plus digitalisé. Ça n'a pas été évoqué ce matin, mais c'est quand même un sujet également fortement d'actualité. Et donc, voilà, est-ce que ces fournisseurs de technologies, de digitalisation, vont-ils prendre un rôle plus ou moins important dans cet écosystème, et leur position finalement est-elle importante dans les prises de décision à venir concernant toutes ces solutions de décarbonation du transport maritime? Voilà, simplement quelques mots pour que vous peut-être compreniez un petit peu mieux ma méthodologie de recherche, hein. Donc, je vous l'ai dit, moi, je mène une étude qualitative basée sur des entretiens semi-directifs, donc auprès d'un panel de 40 à 50 acteurs. L'idée, c'est de faire émerger de la réalité de ces entretiens, hein, par des procédés de codage et de classification, donc des modèles conceptuels, un modèle conceptuel. À la fin, je souhaite aboutir à une forme de préconisation en termes d'attitude managériale,
de modèles de collaboration. Et puis, pour illustrer cet aspect méthodologique, simplement, je m'arrêterai sur cette dernière slide. C'est un des outils que nous utilisons, nous, dans les sciences de gestion. Donc, c'est la théorie des parties prenantes qui, sur 3 attributs différents, donc permet de caractériser les acteurs en présence. Et donc, selon leur degré de pouvoir d'influence, leur légitimité ou leur degré d'attente au sein de l'écosystème, on arrive à caractériser leur position, leur rôle. Et en les caractérisant, on arrive in fine à définir les facteurs de réussite de cette collaboration et ou dont les conditions d'émergence ou de renforcement d'une identité collective qui permet in fine d'améliorer la collaboration. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour toute question éventuelle. Merci.